Deutsche Welle, le journal. Bob Barry. Sur la DW, il est 17h en temps universel. Bonsoir à toutes et à tous. Au sommaire de votre Info Soir, dernier jour, le dépôt des candidatures à Madagascar. Qui sont les principaux candidats au fauteuil présidentiel pour diriger la grande île? Nous ferons le point dès le début de ce journal. Dans cette édition, nous reviendrons aussi sur le refus des autorités congolaises d'accepter l'ancien président sud-africain Thabo Mbeki comme envoyé spécial pour la région des Grands Lacs. Et puis, c'est le jour de la fête dans la plupart des pays musulmans, de Bamako à Lomé en passant par Cotonou et Conakry. C'est la grande fête de la Tabaski ou la fête du mouton. Hier, j'étais acheteur, aujourd'hui je suis éleveur-revendeur de moutons. C'est une activité qui est très intéressante. Non seulement ça permet de régler nos problèmes de cérémonie, et ça permet de régler même les problèmes de l'autosuffisance. Et la fête de la Tabaski, donc un peu partout en Afrique de l'Ouest. Nous vous souhaitons bonne fête à toutes et à tous. Mais avant le développement de ces titres, nous allons prendre des nouvelles du monde avec Ali Farad. Bonsoir Ali. Bonsoir à toutes et à tous. L'opération Sophia, une mission de sauvetage européenne en Méditerranée, a vu ses résultats baisser au cours de l'année 2018. 83% de sauvetage en moins par rapport à la même période en 2017. Ce sont des chiffres qu'avance le portail BuzzFeed qui cite un rapport de l'Union européenne. Il n'y a pas eu de sauvetage au cours des 7 derniers mois de l'année. De plus, 1500 réfugiés se sont noyés en Méditerranée au cours de cette période, selon l'Organisation internationale pour la migration, dont 629 pour le seul mois de juin. En Allemagne, le tribunal constitutionnel fédéral a tranché. L'IHH, l'organisation d'aide internationale humanitaire proche du Hamas, ainsi que la HNG, l'organisation d'aide aux prisonniers politiques nationaux, une association d'extrême droite, restent interdits. La Cour constitutionnelle a rejeté les poursuites contre la dissolution de ces associations. Selon les juges, ces interdictions sont l'expression d'une démocratie forte. Selon l'Office fédéral de protection de la Constitution, l'organisation d'aide internationale humanitaire aurait versé des millions d'euros de dons à des associations appartenant au Hamas. Quant à l'organisation d'aide aux prisonniers politiques nationaux, forte de 600 membres, elle est la plus grosse association néo-nazie du pays. En République tchèque et en Slovaquie, on commémorait les 50 ans de l'invasion de la Tchécoslovaquie. Dans la nuit du 20 au 21 août 1968, des chars soviétiques étaient entrés à Prague pour mettre fin au printemps de Prague, justement, qui était né quelques mois plus tôt et qui voulait montrer un socialisme à visage humain. Des commémorations au cours desquelles le chef du gouvernement Andrej Babis a été copieusement sifflé. En effet, le chef du mouvement populiste Action des citoyens mécontents a un gouvernement qui est soutenu par le parti communiste, nostalgique de l'ancien régime. Plus de détails tout à l'heure dans notre revue de la presse et à 17h30 TU dans Droits et Libertés. L'Iran a dévoilé aujourd'hui son tout premier avion de combat de fabrication 100% iranienne, baptisé Kawsar. Selon les médias locaux, cet appareil militaire dispose d'équipements technologiques de pointe, dont des radars polyvalents. Quand je parle de notre aptitude à nous défendre, cela signifie que nous cherchons une paix durable, a déclaré Hassan Rouhani, le président iranien, au cours d'un discours télévisé. Certains pensent que lorsqu'on accroît sa force militaire, c'est qu'on cherche la guerre, mais nous cherchons plutôt la paix et ne nous voulons pas la guerre. Les États-Unis, Israël ainsi que l'Arabie Saoudite voient ce développement balistique comme une menace et demandent à l'Iran de l'abandonner, tout comme le programme nucléaire. Enfin, des hackers présumés proches des services secrets russes avaient préparé des attaques contre le Sénat américain ainsi que contre des groupes de réflexion conservateurs qui prennent des mesures politiques fortes contre la Russie, et ce pour en voler les données. C'est ce qu'a annoncé aujourd'hui Microsoft. Sur ordre d'un tribunal, le géant américain des logiciels a pris le contrôle la semaine dernière de 6 faux sites internet impliqués dans cette campagne, a indiqué Brad Smith, le président de Microsoft, dans un blog. Les hackers avaient construit des sites ressemblant en tout point à ceux du Sénat et des groupes de réflexion. Ce sont les mêmes méthodes qui avaient été utilisées contre le Parti démocrate lors de la campagne présidentielle en 2016. C'était votre Flash Info avec Ali Farad. Vous écoutez la DW. Voici la suite de ce journal. Je l'annonçais dans le sommaire, à Madagascar, les personnes qui souhaitent briguer la magistrature suprême en novembre avaient jusqu'à aujourd'hui mardi pour déposer leur dossier auprès de la Haute Cour constitutionnelle. C'est désormais une chose faite. Alors, Rémi Mallet, qui sont ces candidats ?
Alors, ils ne sont pas moins de 46, a indiqué tout à l'heure la Haute Cour constitutionnelle de Madagascar. Parmi eux, alors, l'actuel président de la République, Heri Rajaonarimampianina, et deux anciens chefs d'État, Andry Rajoelina et Marc Ravalomanana. Mais on compte aussi de nombreuses personnalités politiques, dont d'anciens ministres qui ont déjà été aux affaires. Il y a également un médecin, un musicien, notamment Emma Roseline du parti Emma, qui s'était déjà présenté lors du scrutin de 2013. Et même si toutes ces candidatures sont acceptées, la présidentielle devrait se jouer entre les grandes figures de la classe politique. Tout à fait. Il s'agit de personnalités qui, en plus d'assurer le montant de la caution, auront suffisamment de moyens pour battre campagne. Il y en a 4 qui vont se démarquer, à en croire Salomon Raveloto Salama. Il est le directeur général du quotidien La Gazette de la Grande Île. Il y a d'abord donc le président sortant, Heri Rajaonarimampianina, l'ancien président de la République, Marc Ravalomanana, l'ancien président de la transition, Andry Rajoelina, et l'ancien premier ministre du gouvernement Rajaonarimampianina, le général Jean Avelnarif. Il semblerait que ce sont des candidats des mieux lotis pour pouvoir gagner des élections parce que les élections ça coûte énormément cher. Et la caution qui est l'équivalent donc de 25 000 euros. Bon, c'est rien par rapport aux dépenses totales d'une élection parce que ça va coûter au moins une dizaine de millions d'euros, je crois. Et puis, à l'en croire toujours, ces 4 candidats connus ne proposent pas de réelles alternatives politiques, mais s'appuient surtout sur leur nom. D'ailleurs, les personnalités qui ont déjà occupé des postes de décision dans le pays n'ont pas pu régler les nombreux problèmes auxquels les Malgaches font face. Roméo Razafinsalam, membre de la société civile, liste les principales difficultés de la population. Il y a d'abord l'insécurité qui casse la vie socio-économique de Madagascar et puis la pauvreté. Il y a aussi la corruption qui commence à faire beaucoup de catastrophes. Pour l'heure, la campagne n'a pas encore démarré. La Haute Cour constitutionnelle devrait publier la liste officielle des candidats retenus le 26 août, soit dans 5 jours. En 2013, sur une quarantaine de candidatures, la Cour n'en avait retenu que 33. Le premier tour de l'élection est prévu pour le 7 novembre prochain. Nous suivrons tout cela. Rémi Mallet, merci beaucoup et bonne soirée à vous. La République démocratique du Congo refuse le choix de la SADC. Les autorités congolaises ne veulent pas, en tout cas, de l'ex-chef d'État sud-africain Thabo Mbeki comme envoyé spécial pour la région des Grands Lacs. Ceci pourrait mettre à mal l'ambition de Pretoria de retrouver son rôle de faiseur de paix dans la région après le sommet de la communauté de développement de l'Afrique australe. Gert Hunkel est chercheur allemand à l'Institut de recherche sociale de Hambourg. Il craint maintenant pour la crédibilité des élections générales du 23 décembre. Je les joins dans l'après-midi. L'Afrique du Sud était le parrain de la transition en RDC. Il y avait les accords de Sun City en 2003 qui ont mis fin à la violence en RDC. Et puis, il y avait le rôle surtout de Thabo Mbeki dans l'élaboration d'une constitution congolaise. Donc, l'Afrique du Sud joue un rôle vraiment de taille dans la politique congolaise. Mais comment expliquez-vous le rejet justement de Thabo Mbeki par les autorités de Kinshasa ? D'un côté, on peut dire que la RDC n'a fait que brandir le drapeau de la souveraineté nationale en disant que non, on ne veut plus d'ingérence extérieure. Donc, c'est nous les maîtres de notre pays et on n'accepte pas qu'une communauté s'intéresse de trop à ce qui se passe ici. Mais justement, cet intérêt, prononcé, a une raison parce que il y a les élections présidentielles du 23 décembre qui s'approchent à des pas de géant. Donc, il y a là un soupçon qui plane sur ce refus de M. Thabo Mbeki et c'est un soupçon qui dit que, on est en train de faire en sorte que le résultat de ces élections soit déjà défini, déterminé d'avance. On sait que la République démocratique du Congo est un vaste pays qui compte aussi pour l'Afrique du Sud, surtout à cause de ses eaux. On sait que l'Afrique du Sud manque d'eau. Alors, pensez-vous que la nomination ou le choix porté sur Thabo Mbeki, c'est stratégique pour Pretoria de relancer sa diplomatie régionale ? Oui, certainement, parce que à l'époque de Zuma, on ne s'est pas
tellement intéressé à la situation en RDC. Et maintenant, avec Ramaphosa, on essaie pas de recommencer à zéro, mais de renforcer les liens avec la RDC. Oui, certainement. En poursuivant des objectifs économiques. Oui, ça va de soi. Gert Henkel, chercheur allemand à l'Institut de recherche sociale de Hambourg, concernant toujours la République démocratique du Congo. Le président du Sénat congolais, Léo Kengo Wadongo, a souhaité que l'un des principaux opposants au président Joseph Kabila, Moïse Katumbi, donc, puisse rentrer au pays pour participer à l'élection présidentielle. La RDC, ou le mouvement pro-démocratie congolais lutte pour le changement, Lucha, a appelé à des marches le 3 septembre prochain pour exiger l'abandon des machines à voter lors des élections du 23 décembre. La Lucha exige par ailleurs la mise en œuvre des recommandations du rapport d'audit de l'Organisation internationale de la francophonie. Selon l'OIF, au total, 16,6% des électeurs congolais sur les listes électorales n'ont pas d'empreinte digitale. Et pour finir avec la République démocratique du Congo, il faut savoir que l'épidémie de fièvre hémorragique Ebola a fait 55 morts dans l'est du pays. C'est la première fois que le virus sévit dans une zone de conflit armé densément peuplée avec d'importants mouvements de population. À moins de 2 mois de la présidentielle du 7 octobre au Cameroun, une candidature unique de l'opposition face au président sortant Paul Biya semble difficile là-bas. 8 candidats seront en lice contre Paul Biya, âgé de 85 ans, dont 35 ans au pouvoir. Plusieurs rencontres ont eu lieu entre certains challengers en vue d'un regroupement derrière un seul candidat, mais en vain pour l'instant. Pourtant, cela leur laisserait plus de chance lors de ce scrutin à un seul tour. C'est bien de cela qu'il s'agit, Claire-Marie Kosman. Et oui, si l'opposition est unie, alors elle peut remporter l'élection, nous dit Hérault de Dakar. Mais si elle arrive divisée, le Cameroun restera dirigé par Paul Biya. Salomon Agoma explique que c'est triste pour ce pays qui ne verra pas l'alternance de sitôt. Si ces politiciens étaient de vrais opposants, ils uniraient leurs forces pour combattre la dictature, assure James de Kinshasa, qui estime carrément qu'il n'y a pas d'opposition en Afrique. Justin de Bujumbura regrette, lui, que les candidats camerounais misent sur le chacun pour soi. Quand il s'agit d'aller aux élections, tout le monde y voit son compte. Il y a ceux qui croient qu'ils sont un peu plus populaires que les autres, et c'est ça le problème. C'est presque la même chose qui se passe au Congo. Aujourd'hui, ils n'ont pas encore trouvé un candidat unique pour présenter aux élections présidentielles. Et il serait hyper important qu'ils se mettent d'accord. Ils n'auront pas la chance devant Paul Biya s'ils ne présentent pas une candidature unique. Ibrahima de Mamou en Guinée souligne que de nombreux Camerounais ne connaissent que Paul Biya au pouvoir. Selon lui, si l'opposition gagne les élections, les présidents sortants manipulent les résultats en leur faveur, que ce soit au Cameroun, en RDC ou en Guinée. D'autres auditeurs et internautes ne croient pas du tout dans les chances des candidats de l'opposition face à Paul Biya, mais plutôt à cause de leur incompétence à eux. À l'image de Kader à Yaoundé, il n'a pas confiance dans les capacités politiques des candidats qui affronteront le président sortant. Tous ces candidats de l'opposition ne sont pas aptes pour le moment à diriger ce pays, car personne d'entre eux n'a aucune expérience et n'a convaincu aucun Camerounais. Josepha de Bouéa aussi se montre critique envers ceux qui sont dans la course au poste de chef d'État. Ils recherchent la coalition car ils savent qu'ils ne sont pas crédibles et après ils parleront de fraude, conclut-elle. Nous restons dans la région pour parler de la République centrafricaine. Là-bas, la Russie et la RCA renforcent leurs liens dans le domaine de la défense. Les ministres de la défense des deux pays, Sergueï Shoigu et Marie-Noël Koyara, ont aujourd'hui, même mardi, signé un accord en ce sens. En Centrafrique, la présence du Kremlin se fait de plus en plus ressentir et semble être la bienvenue parmi les Centrafricains. Notre correspondant Paul Logerie est à Berberati, ville de l'ouest de la RCA, d'où il nous brosse l'historique de cette présence russe. À Bangui, capitale de la Centrafrique, la présence russe n'est plus un secret. Ici et là fleurissent des drapeaux blanc-bleu-rouge, remplaçant progressivement le bleu-blanc-rouge français. Une visibilité qui ne fait que progresser depuis janvier, date à laquelle les premières armes russes sont arrivées sur le territoire centrafricain, après que le Kremlin ait obtenu en décembre 2017 une levée de l'embargo imposé par les Nations Unies. Depuis, les liens entre les deux pays n'ont fait que se renforcer.
Envoi de 170 instructeurs russes pour former les forces armées centrafricaines en janvier. Apparition d'une garde rapprochée lors de l'anniversaire d'investiture du président Faustin Archange Touadéra en mars. Tentative avortée d'organisation d'une négociation entre le gouvernement et les groupes armés sous l'égide de la Russie en juillet. Tant de signes marquant l'intérêt croissant du Kremlin pour la Centrafrique. Et tant de signes accueillis à bras ouverts par les Centrafricains. À Berberati, dans l'ouest du pays, certains habitants considèrent que l'arrivée des Russes est une vraie chance et qu'ils pourraient aider à réinstaurer le calme dans le pays, en crise depuis 2013. Mais la signature de cet accord entre les ministres de la Défense des deux pays survient 3 semaines après l'assassinat de 3 journalistes russes. Ces derniers enquêtaient pour le compte de Mikhail Khodorkovsky, opposant à Vladimir Poutine sur les activités de la société militaire privée Wagner. Une affaire qui jette la lumière sur certaines zones d'ombre quant à cette présence russe dans le centre du continent africain. Car en République centrafricaine, le jeu de la Russie reste trouble sur de nombreux points. Paul Lorgerie, à Berberati, pour la Deutsche Welle. Vous écoutez la DW, il est 17h15 en temps universel. Deutsche Welle. Rendez-vous sur facebook.com/dw.français. Je vous le disais aussi dans le sommaire, c'est la fête de l'Aïd el-Kabir, appelée aussi Tabaski, qui est célébrée à partir d'aujourd'hui dans la plupart des pays musulmans. À cette occasion, les familles musulmanes qui en ont les moyens égorgent un ou des moutons qui servent d'offrande ou de sacrifice. Mais trouver un mouton à immoler le jour de la fête même est devenu un véritable casse-tête pour beaucoup de musulmans en Afrique notamment. En effet, le prix des moutons est quasiment inabordable à cette période de l'année. Pour y remédier, de plus en plus de musulmans en Casamance, dans le sud du Sénégal, ont décidé d'élever eux-mêmes leurs moutons. Mamadou Alpha Diallo, notre correspondant dans la région, est allé à leur rencontre. Pour éviter de passer l'Aïd el-Kabir sans immoler au mouton, Moustapha Thioy, habitant un quartier populaire de Ziguinchor, s'est lancé dans l'élevage de béliers depuis 2 ans. Et aujourd'hui, son petit élevage commence à prospérer, puisqu'un troupeau commence à prendre forme dans un petit enclos situé dans un coin du domicile familial. J'élève les moutons pour prévoir les pénuries à la veille des fêtes de Tabaski. Des fois, quand les fêtes s'approchent, on est très angoissé du fait que des fois, il y a des manquements au niveau du daral, on ne peut pas trouver de moutons, sinon on trouve des moutons qui coûtent trop cher. Et vraiment, ou si des fois on se dit peut-être il peut arriver que la Tabaski arrive et qu'on ne soit pas à mesure d'acheter. Mais si on élève, ça peut régler ce problème. Iba Gueye, un autre éleveur à domicile, dispose lui aussi d'un petit enclos dans sa concession depuis quelques années. Et aujourd'hui, ses ambitions ne se limitent plus qu'à s'offrir aux moutons de Tabaski. Il en a fait un business qui commence à générer des retombées assez substantielles. Hier, j'étais acheteur, aujourd'hui je suis éleveur-revendeur de moutons. C'est une activité qui est très intéressante. Non seulement ça permet de régler nos problèmes de Tabaski, ça permet de régler nos problèmes de cérémonie et ça permet de régler même les problèmes de l'autosuffisance, en quelque sorte pour la région. Parce que si on a besoin de la viande, on tue un mouton. Avec ce petit élevage, je peux vous dire que je gagne au moins plus d'1,5 million pour les moutons qui sont nés ici et qui sont grandis ici. Mais en dehors de ça, il y a des fois des appels, des gens qui me sollicitent de les vendre des moutons et je vais dans des loumes pour acheter des moutons et venir les vendre. Et là aussi, si on fait le compas, ça peut me revenir à peu près 10 à 15 moutons par année, d'un montant qui peut me revenir au-delà de 2 millions. Donc en globalité, ça peut faire au moins 3,5 millions. Le petit élevage commence à se développer dans les centres urbains de la Casamance. Mais de nombreux habitants qui veulent s'y lancer sont confrontés à un problème d'espace ou à la cherté des aliments de bétail. Mamadou Alpha Diallo, à Ziguinchor pour la Deutsche Welle. Claire-Marie Cosman, la fête du sacrifice correspond aussi à la fête du pèlerinage, à la fin du pèlerinage à la Mecque, le Hajj. Nos auditeurs et internautes ont voulu partager cette célébration. Bonne fête de l'Aïd el-Kébir à vous et à toute votre famille, nous souhaite Fidélis de Bamako. Kamarou de Lomé nous apprend que chez lui, la Tabaski se déroule bien. Tout le monde porte ses nouveaux habits, sapés de la tête aux pieds. Et dès le retour de la prière, on va commencer le travail des moutons. Des photos de moutons, nous en avons reçu plusieurs de la part de Tankari à Tawa au Niger. Il nous explique que les hommes sont allés au marché pour l'achat des moutons qui seront sacrifiés. Malheureusement, les bêtes deviennent chaque jour de plus en plus chères. La Tabaski ne sera célébrée que demain au Niger, mais c'est déjà impossible d'avoir un mouton à bas prix. En dessous de 100 000 francs CFA, vous ne trouverez jamais un bon mouton, car les bons coûtent
coûte cher, Bob. Et notre utilisateur de WhatsApp a fait un saut au Nigeria voisin où la tabaski est déjà en train d'être célébrée. Raliatou de Lomé a lui prévu de faire une petite fête car il n'a pas trop d'argent et c'est l'argent dépensé qui déplaît à Mamadou de Fana. Selon lui, la célébration des fêtes religieuses en Afrique, c'est du gaspillage et du gâchis. Voilà, prenez bien soin de vous avec du mouton. Et puis les Maliens, eux, ne verront plus sur scène, notamment à l'occasion des grandes fêtes comme la Tabaski, la célèbre artiste Kaira Arbi, surnommée le Rossignol de Tombouctou. Cet auteur de plusieurs chansons pour le retour de la paix dans le nord du Mali est décédé dimanche. Kaira Arbi était connu comme un trait d'union entre le nord et le sud du Mali. Voilà, nous continuons ce journal en présentant nos condoléances à toute la famille artistique malienne. En plus bref, l'ancien président des Comores, Ahmed Abdallah Sambi, a été inculpé et placé en détention. Il fait l'objet d'une enquête sur des détournements de fonds opérés lors d'une vaste fraude au passeport. Au pouvoir depuis 2006, de 2006 à 2011 d'ailleurs, M. Sambi est devenu l'un des principaux opposants au régime et était assigné à résidence depuis 4 mois pour atteinte à l'ordre public. Le bolivar souverain est désormais la monnaie en vigueur au Venezuela pour tenter d'endiguer l'inflation croissante là-bas. Les nouveaux billets avec 5 zéros en moins ont commencé à circuler depuis lundi, correspondant à une première phase d'un plan de relance économique du président Nicolas Maduro. Mais à quoi servent concrètement les dévaluations si spectaculaires des monnaies? Ce scénario vénézuélien peut-il inspirer certains pays africains? Explication de Rodrigue Guézodje. Jusqu'à dimanche dernier, un bolivar fuerte valait environ, tenez-vous tranquille, 0,00035 €, ce qui en faisait la devise au taux d'échange le plus facile, le plus faible, j'allais dire, au monde. Afin d'affronter cette inflation sans fin, le président Maduro a donc décidé de rayer 5 zéros au bolivar. 100 000 bolivars fuerte valent désormais un bolivar souverain. Selon l'économiste sénégalais Moussa Dembélé, cette mesure était indispensable pour le Venezuela et elle vise 2 objectifs essentiels. Ce que le président Maduro et son équipe essaient de faire, c'est de trouver un moyen pour échapper à cette guerre économique et donc de maintenir la viabilité de l'économie vénézuélienne. Je crois qu'ils visent d'abord le problème de l'inflation en enlevant des zéros et donc on simplifie la valeur des billets, mais surtout ça permet de court-circuiter les faussaires et les sabotages qui sont orchestrés par les États-Unis qui ont dû introduire de faux billets pour pouvoir faire tomber l'économie vénézuélienne. Évidemment, pour le gouvernement vénézuélien, on espère que ça va régler le problème. Le Venezuela avait connu des dévaluations massives dans son histoire. En 2013, elle était à 32%, 50% en janvier 2010, 40% en 1983, mais jamais de cette ampleur. C'est peut-être une bonne tentative d'émancipation face au dollar américain et des pays pourraient même être tentés d'aller à l'école de Maduro, mais ce phénomène ne risque pas d'atteindre des pays africains, croit savoir Ansouman Camara, cet économiste professeur d'université en Guinée, explique que les réalités économiques africaines ne sont pas du tout identiques à celles du Venezuela. Et il est vrai que plusieurs économies africaines sont focalisées sur la rente pétrolière, mais à la différence du Venezuela, c'est que ces économies, de temps en temps, sont en train de se diversifier et ne font pas assez de politiques laxistes à travers la population comme c'était le cas au Venezuela. Je crois que des initiatives sont déjà prises dans plusieurs économies africaines et actuellement, nous parlons même de la transformation économique au niveau des instances africaines, notamment au niveau de l'Union africaine et des autres régions comme la CEDEAO. Et beaucoup de programmes sont en train d'être formulés et mis en œuvre pour éviter des situations que nous connaissons aujourd'hui au Venezuela. En tout cas, Bob Barry, Nicolas Maduro, lui, visiblement très optimiste pour le relèvement économique de son pays, assure que les nouveaux billets, dont la plus grosse coupure sera de 500 bolivars souverains, seront le point de départ d'un grand changement. Merci beaucoup, Rodrigue. Pour nos auditeurs qui veulent avoir une idée de Rodrigue à l'antenne, il est habillé aujourd'hui en boubou
tout blanc pour fêter la Tabaski. C'est bien cela qu'il s'agit. Alors, nous allons passer maintenant à la revue de la presse allemande à la une des journaux. Aujourd'hui, l'Allemagne refuse d'octroyer une aide financière à la Turquie qui subit de plein fouet la crise de sa monnaie, la livre turque. Les quotidiens allemands reviennent également sur les 50 ans de l'invasion de la Tchécoslovaquie par les armées du pacte de Varsovie. C'était en 1968 et cet événement a marqué la fin du printemps de Prague. Ali Farhat. Il y a un demi-siècle, l'élection d'Alexander Dubček à la tête du Parti communiste tchécoslovaque ainsi que celle du général Ludvík Svoboda à la présidence du pays avaient ouvert la voie à de nombreuses réformes destinées à présenter un socialisme à visage humain. Parmi les principaux points du programme d'action d'Alexander Dubček, il y avait la fin de la censure ou encore la liberté de voyager, notamment vers les pays d'Europe de l'Ouest, de l'autre côté du rideau de fer. En somme, c'est une libéralisation du pays qui se mettait en place, connue sous le nom de Printemps de Prague. Un printemps qui a pris fin dans la nuit du 20 au 21 août 1968 avec l'invasion de la Tchécoslovaquie par les troupes de l'URSS soutenues par ses alliés du pacte de Varsovie. Au total, 300 000 soldats soviétiques mais aussi est-allemands, polonais, bulgares et hongrois sont entrés dans les rues de Prague. Devant l'offensive, Alexander Dubček a demandé à son peuple de ne pas résister, un peuple qui l'a écouté. Et pendant quelques jours, les Tchèques et les Slovaques se sont montrés plus forts que les troupes d'invasion, rappelle la Frankfurter Allgemeine Zeitung. 50 ans après, les citoyens des deux pays n'ont pas oublié, contrairement à leurs dirigeants. Le Parti communiste soutient le gouvernement de l'ancien chef des services secrets, Andrej Babiš, tandis que le président Miloš Zeman reçoit des soldats russes, note die Tageszeitung. Seulement cette fois-ci, c'est juste pour chanter et danser. Autre sujet traité par les journaux allemands aujourd'hui, le refus de l'Allemagne d'aider financièrement la Turquie en crise. Une suggestion d'Andrea Nahles, la chef du SPD, qui a soulevé beaucoup de critiques. Andrea Nahles aurait dû savoir quelles conséquences allait amener sa proposition, estime la Süddeutsche Zeitung. La Turquie de Recep Tayyip Erdogan est un sujet trop sensible. Le chef de l'État turc a trop provoqué l'Allemagne, a montré trop souvent que les avertissements de l'Allemagne, notamment en matière de droits de l'homme, ne l'intéressaient pas. En vue d'apaiser les tensions, la Turquie vient de libérer la journaliste Meşale Tolu après 17 mois de détention. Néanmoins, il reste du chemin à parcourir. Angela Merkel et Recep Tayyip Erdogan, ainsi que les ministres des Finances des deux pays vont se rencontrer fin septembre. Et il faudra bien trouver une solution, car une Turquie instable n'est pas dans l'intérêt de l'Allemagne, rappelle le quotidien de Munich. Vous écoutez la DW, il est 17h26 en temps universel. En plus bref, des pirates informatiques russes au service du Kremlin ont visé des sites internet de centres de réflexion conservateurs américains, a annoncé en tout cas Microsoft, ravivant ainsi les craintes d'une nouvelle ingérence de Moscou dans la politique américaine. Le géant américain des logiciels a indiqué par ailleurs avoir fermé la semaine dernière 6 faux noms de domaine créés par le célèbre groupe de pirates Fancy Bear, considéré comme étant contrôlé par les services de renseignement russes. C'est l'heure de passer au sport. Deutsche Welle, le sport. Sophie Serbini. Et comme chaque saison, l'UEFA a dévoilé les 3 finalistes au trophée du genre de la saison 2017-2018. Et surprise de taille, aucun champion du monde français n'est présent dans la liste. Sophie Serbini. Malgré leur victoire lors de la Coupe du Monde en Russie, les joueurs de l'équipe de France ont été boudés par le jury composé de 80 entraîneurs et de 55 journalistes représentant chacune des nations de l'UEFA. Antoine Griezmann, aussi vainqueur de la Ligue Europa avec l'Atlético Madrid, mais surtout Raphaël Varane, lauréat de sa 4e Ligue des Champions avec le Real Madrid, étaient pressentis pour faire partie de la liste. À leur place ont été préférés Cristiano Ronaldo, Luka Modric et Mohamed Salah. Le trophée sera remis le 30 août à Monaco, en marge du tirage au sort des phases de groupe de la Ligue des Champions, a annoncé l'instance européenne ce lundi. Vainqueur de la dernière C1 avec le Real Madrid aux côtés de Modric, Ronaldo vise une 3e consécration individuelle consécutive, la 4e avec celle obtenue en 2014. Mohamed Salah tentera lui de devenir le premier joueur africain à soulever le prestigieux prix. Il est en tout cas le premier finaliste issu du continent. La Fédération nigériane de football ne sera elle finalement pas suspendue par la FIFA qui menaçait
d'appliquer une telle sanction en raison d'interventions des autorités locales dans les affaires de la NFFF assimilées à une ingérence. L'instance internationale du football a indiqué lundi avoir reçu confirmation que la fédération avait repris les choses en main. Son président, Amadou Pinnick, et son secrétaire général, Mohamed Sanoussi, ont repris leurs fonctions, ce que la FIFA avait exigé. La FIFA avait également menacé de suspendre la fédération du Ghana, dont le président a démissionné début juin en raison de soupçons de délits de corruption après des révélations explosives d'une enquête journalistique. Sophie Serbini sur la DW. En plus bref, le milieu de terrain bosnien de la Juventus de Turin a prolongé son contrat avec la vieille dame jusqu'en 2023. Ont annoncé en tout cas mardi les champions d'Italie en titre. L'histoire continue, a écrit la Juve sur son site internet après la prolongation donc de Pjanic, décrit comme une pièce intégrale du milieu de terrain. Vous écoutez la DW, il est bientôt 17h30 en temps universel, c'est la fin de ce journal. Nous passons à la partie magazine de cette édition. Je vous laisse en compagnie de Sandrine Blanchard. C'est dans votre magazine Droits et Libertés. Deutsche Welle. Droits et Libertés. Ravi de vous retrouver. Cette semaine, nous optons pour le kaki et le camouflage pour parler armée, avec un débat qui agite en Allemagne. Faut-il réintroduire le service militaire obligatoire ? Les jeunes Allemands sont partagés sur la question, vous le verrez. Et puis un petit peu d'histoire aussi, militaire. À l'occasion des 50 ans de la répression par l'armée rouge, rouge sang en l'occurrence, du printemps de Prague en 1968. Au micro, Sandrine Blanchard, bonjour à tous. L'Allemagne discute donc en ce moment d'une éventuelle réinstauration du service militaire obligatoire, voire de créer un service universel obligatoire. Clarissa Herrmann, bonjour. Bonjour. Vous vous êtes donc intéressée à ce service militaire obligatoire. De quoi s'agit-il ? Ce service serait obligatoire pour tous les jeunes, les hommes et les femmes, et il pourrait se faire soit dans l'armée, soit dans le social, comme les hôpitaux ou les maisons de retraite, par exemple. Alors la proposition est venue du Parti chrétien-démocrate, celui de la chancelière Angela Merkel, la CDU. Oui. Avec deux grands arguments. D'un côté, remédier aux problèmes de la Bundeswehr, donc de l'armée allemande, qui a du mal à recruter, et de l'autre côté, le manque de main-d'œuvre dans le secteur des soins. Par ailleurs, la CDU avance que le monde serait devenu plus instable. L'Allemagne ne pourrait donc plus assurer sa défense uniquement avec une armée de métier. D'où cette proposition de réinstaurer la conscription, suspendue en 2011. Cela dit, cette proposition ne fait pas l'unanimité, y compris au sein de la CDU. Non. J'ai rencontré Joshua Breuer, qui est le vice-président de la Junge Union à Bonn, c'est-à-dire l'organisation de jeunesse du parti. Lui, ce qui le gêne, c'est surtout le caractère obligatoire. Natürlich ist schon feststellbar, dass die russischen Aggressionen auf der Krim und auch... Bien sûr, l'annexion de la Crimée et le conflit en Ukraine, c'est une situation qu'on ne pouvait pas imaginer au début des années 2000. Oui, le climat politique est de plus en plus tendu, mais un service militaire obligatoire n'est pas la bonne solution. Je considère qu'il est louable de rendre service à l'État, mais il ne faudrait pas rejeter cela seulement sur les jeunes. Pourquoi ne pas imposer des devoirs aux autres personnes également ? Pourquoi ne serait-ce que les jeunes qui devraient faire cela ? in die Pflicht zu nehmen. Warum müssen das immer nur die jungen Menschen sein? Mais il y a des gens qui, aujourd'hui, s'engagent de façon volontaire. Et Clarissa, vous avez rencontré certains jeunes à Bonn. Quelles sont leurs motivations ? Oui, par exemple, j'ai vu Marie Kilonso qui a 23 ans. Elle est née dans le nord de l'Allemagne, d'une mère allemande. Son père vient du Kenya. Ça fait 5 ans qu'elle est à la Bundeswehr à Bonn. J'ai décidé d'aller à la Bundeswehr parce que je ne voulais pas un métier typiquement féminin. Et puis, il y a un salaire très correct. Et il y a plein de possibilités. On peut devenir chef de cuisine, mécanicien automobile, attaché de presse ou encore photographe. Précisons que les femmes ne sont acceptées comme soldates au sein de la Bundeswehr que depuis 2001. La conscription a été longtemps conçue en Allemagne comme une base de la démocratie. L'idée était que le citoyen, homme,
défendre lui-même la Constitution et ses droits. Mais le service militaire a été suspendu, vous le disiez, en 2011. Et certains, comme Myriana et Tim, ne sont pas du tout d'accord pour que le service redevienne une obligation. J'ai rencontré